Je remercie infiniment l'Académie de m'avoir proposé d'intervenir ce soir. J'en suis très, très, très honorée et je remercie tout particulièrement Joëlle Liguezolo de m'avoir sollicité il y a déjà 2 ans pour intervenir ce soir. Et je la remercie chaleureusement pour le portrait voilà, qu'elle a dressé en préambule. Voilà, je connais effectivement Joëlle depuis un certain temps et j'ai toujours apprécié voilà, le regard bienveillant qu'elle portait sur moi. Et voilà, je remercie Joëlle, merci pour ton portrait. Alors effectivement, je vais parler ce soir avec vous des enjeux économiques du système français de protection sociale. Alors, c'est un sujet qui peut sembler un peu obscur pour les non-spécialistes, mais j'espère, moi aussi, à ma manière, apporter de la lumière, à défaut de faire quelque chose, voilà, un exposé lumineux, mais en tout cas d'apporter mes lumières sur un sujet qui peut paraître un peu complexe pour des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet. Alors, ce qui fait que j'ai choisi cette thématique-là, c'est parce qu'en fait, quand Joëlle m'a sollicité il y a 2 ans, on était en plein débat sur la réforme des retraites. Et il me semblait intéressant d'éclairer le débat de l'époque par voilà, des considérations plus générales sur les enjeux soulevés par l'évolution du système français de protection sociale actuel. Et quand bien même la réforme a finalement été abandonnée, il m'a semblé qu'il était toujours intéressant voilà, de vous parler de ces enjeux. Et donc, c'est ce que je vais faire à présent. Donc, j'ai partagé mon écran. Alors, avec des diapositives qui vont être moins flashy que celles voilà, qu'on a pu voir dans le cadre de l'exposé précédent. Donc, je vais avoir un exposé qui va être structuré en 3 parties. Olivier ne m'en veut pas, je n'ai pas fait un plan de partie, mais un plan en 3 parties. C'est voilà, une petite private joke avec Olivier, mon collègue juriste. Donc, nous avons un plan en 3 parties. Je souhaiterais, dans un premier temps, voilà, vous rappeler un certain nombre d'éléments sur en quoi consiste la protection sociale en France. Et la deuxième partie nous amènera à évoquer des enjeux contemporains, actuels, de nature économique du système de protection sociale. Et je voudrais terminer sur les défis qui me semblent être ceux du système de protection sociale de demain. Alors, j'ai commencé par voilà, vous expliquer, mais voilà, j'imagine que vous avez déjà un certain nombre d'éléments voilà, à votre connaissance, mais rappeler ce qu'on appelle en économie la protection sociale. Donc, la protection sociale recouvre l'ensemble des dispositifs de couverture contre les risques sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un risque social en économie? Mais en droit, la définition est assez proche, hein. Le risque social, c'est un événement qui est en lien avec le cycle de vie, qui est à l'origine d'une perte de revenus ou d'une augmentation de besoins et qui, ce faisant, va donner lieu à une prise en charge collective de cette perte de revenus ou de cette augmentation de besoins. Et de manière institutionnelle, aujourd'hui, on distingue 6 grands risques sociaux, enfin 6 grands risques sociaux, le risque vieillesse, le risque santé, le risque emploi, le risque famille, le risque logement et le risque exclusion. Alors, si on s'intéresse à ces événements, en fait, ce sont plutôt des risques économiques hein, qui engendrent une augmentation des besoins économiques ou une perte des revenus, mais pour autant qu'on va qualifier de social dans la mesure où, à un moment donné du temps, la collectivité a considéré que ces risques économiques devaient être pris en charge de manière collective, incluant donc une dimension de mutualisation du risque et incluant une dimension de solidarité sur laquelle je vais revenir. Donc, par nature, ce sont des risques économiques, mais la collectivité a décidé à un moment que ces risques-là, ce n'était pas aux individus de les assumer seuls, mais voilà, c'était des risques qui pouvaient être pris en charge en partie par la collectivité. Et donc, ce qu'on va appeler les dispositifs de couverture, ce sont les mécanismes institutionnels qui peuvent être publics ou privés dès lors qu'ils assurent une prise en charge mutualisée de ces risques. Et que ces derniers reposent sur un certain nombre de principes de solidarité.
Alors, cette solidarité, elle peut s'exprimer de différentes façons. Le premier type de solidarité, c'est ce qu'on va appeler une solidarité entre classes de risque. Et ça correspond à ce qu'on appelle une logique de mutualisation des risques entre les bons et les mauvais risques. En l'occurrence, comment se concrétise cette mutualisation des risques? Eh bien, en gros, c'est les prélèvements qui sont effectués sur les bons risques, c'est-à-dire ceux qui ont un risque de connaître l'événement qui est faible, voire qui ne connaissent pas le risque. Donc, les prélèvements sur les bons risques servent à financer les prestations dont bénéficient les mauvais risques. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon des économistes, c'est ce qu'on appelle une redistribution horizontale. Les prélèvements effectués sur les uns servent à financer les prestations versées aux autres. Ce transfert est lié à l'occurrence du risque. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette forme de solidarité qui s'exprime de manière horizontale, elle peut se doubler d'une solidarité supplémentaire, notamment dans le cas de la protection sociale publique. C'est que les prélèvements dont je viens de parler, qui financent donc les prestations, ce sont des prélèvements qui sont proportionnels aux revenus des assurés, en tout cas jusqu'à une certaine proportion. Et ces prélèvements, pour dire les choses autrement, sont sans lien, ou presque, avec le niveau de risque individuel. Et donc, en ce sens-là, c'est un type de couverture qui se distingue de la couverture qui peut être proposée par une assurance privée, parce qu'une assurance privée, quand elle protège un individu, eh bien, elle demande à l'assuré un montant de prime qui sont dites actuarielles, au sens où chacun va payer à proportion de son espérance de coût pour l'assureur. Et cette espérance de coût, c'est éminemment lié au niveau de risque présenté par l'assuré. Plus l'assuré a un niveau de risque élevé, et plus l'assureur va lui demander un niveau de prime important. En revanche, dans le cadre de la protection sociale, notamment publique, il y a une beaucoup plus forte déconnexion entre la détermination de la prime et le niveau de la prestation qui sera éventuellement versée en cas d'occurrence du risque. Donc, il y a à ce stade-là une deuxième forme de solidarité qui s'exerce à l'intérieur d'un système de protection sociale. Alors, la littérature distingue en la matière deux grandes logiques de protection sociale qui mettent en avant deux grandes philosophies de solidarité. De nature, une solidarité qui est une solidarité qui repose sur le mécanisme dont on vient de parler, hein, une solidarité entre classes de revenus, mais aussi une solidarité entre classes non seulement de risque, mais aussi de classes de revenus. Donc, vous avez une logique qu'on appelle une logique bismarckienne, qui tient au fait que c'est un chancelier qui s'appelait Bismarck qui en est à l'origine. Et donc, la philosophie de cette logique bismarckienne, c'est de reposer sur une solidarité professionnelle. Elle est professionnelle pourquoi? Parce qu'en fait, cette solidarité, elle s'exprime entre personnes qui travaillent et qui cotisent et qui, le cas échéant, peuvent subir un risque. Donc, les droits sociaux sont définis par l'existence, par un rapport plutôt à un statut professionnel. Et vous avez accès à cette solidarité dès lors que vous avez contribué au financement de cette couverture. Et à côté de cette logique bismarckienne, existe un deuxième type de logique, une logique beveridgienne, qui correspond, alors là pour le coup, beveridgienne tient au nom d'un économiste britannique qui s'appelait Beveridge, qui a écrit un rapport très célèbre en 1942 et qui dessinait, on va dire, le devenir de la protection sociale au Royaume-Uni. Et donc, cette logique beveridgienne correspond à une philosophie universelle, plus universelle en tout cas, où cette fois-ci, les droits sociaux sont définis non pas par rapport à un statut sur le marché du travail, mais par rapport à un statut de résident ou de citoyen, et qui, par différence à la logique bismarckienne, ne repose pas sur une contribution obligatoire. C'est-à-dire que l'accès aux droits n'est pas conditionné par le versement de contributions antérieures, mais l'accès aux droits est déterminé par une situation de besoin, notamment de besoins économiques. Donc, on est sur une logique de solidarité qui est beaucoup plus inclusive dans la mesure où c'est le statut de citoyen qui détermine l'éligibilité. Alors, j'évoque ces deux logiques parce qu'on les retrouvera à l'œuvre dans le système français. Alors,
comment se décline le système français de protection sociale. Vous en avez certainement déjà eu l'occasion de vous en rendre compte. Le système français, c'est un système qui repose sur de très nombreuses institutions, sachant qu'au cœur de ces nombreuses institutions, vous trouvez évidemment le régime général de la sécurité sociale, qui couvre à peu près 80% des individus et qui assure à peu près 62% des dépenses. Alors, pourquoi il y a autant de régimes? Là, vous avez les régimes obligatoires de base, plus les régimes complémentaires, plus voilà, on le verra tout à l'heure, les contributions de l'État et des collectivités territoriales. Donc, qu'est-ce qui explique cette multiplicité des régimes? C'est notamment, on va dire, le résultat d'une histoire. L'idée, c'est qu'en 1945, quand on a créé la sécurité sociale, il existait déjà un certain nombre de régimes institutionnels professionnels qui couvraient contre les risques sociaux des membres d'une certaine profession. Et donc, lorsqu'il s'est agi de fonder la sécurité sociale, les régimes de protection sociale professionnelle ont voulu pour la plupart garder leur spécificité. Et donc, même si les créateurs de la sécurité sociale avaient une ambition au départ très générale, très universelle, il n'empêche que les pressions exercées par les différents corps professionnels ont conduit à ce qu'un certain nombre de régimes professionnels préexistants aient été maintenus malgré la création d'une sécurité sociale générale. Et puis, ça, c'est pour l'existence, le maintien de régimes spéciaux notamment. Et pour ce qui est des régimes complémentaires, il faut avoir à l'esprit que ces régimes complémentaires sont nés notamment parce que la prise en charge par la sécurité sociale au départ, dans les années 60, était une prise en charge relativement modeste, notamment en matière de santé et en matière de vieillesse. Et donc, un certain nombre d'institutions se sont créées pour venir compléter finalement les prestations versées par la sécurité sociale. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la protection sociale en France, c'est un système qui repose, au-delà de ces différences institutionnelles, sur une logique dite de solidarité hybride, puisque vous retrouvez au bas de ce document les deux logiques dont j'ai parlé, une solidarité professionnelle qui correspond au régime des assurances sociales et qui couvre principalement le risque chômage et le risque vieillesse. Et parallèlement à cette solidarité professionnelle, vous avez une solidarité nationale qui est de nature plus beveridgienne et qui renvoie à la prise en charge d'autres types de risques sociaux. Vous y retrouvez notamment la prise en charge du risque famille et du risque maladie de plus en plus, et par ailleurs la prise en charge du risque pauvreté, exclusion, qui s'exerce selon une logique de solidarité universelle reposant sur la solidarité nationale. Donc ça, c'est pour, on va dire, les caractéristiques institutionnelles. Maintenant, si on s'intéresse à la structure des ressources et des dépenses, vous avez dans ce camembert une répartition des types de dépenses qui sont prises en charge par la protection sociale. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le gros des dépenses de protection sociale, 80% de ces dépenses, correspondent à des dépenses de retraite pour presque la moitié et pour un tiers pour les dépenses de santé. Alors, cette structure-là, vous la retrouvez dans la plupart des pays. Mais en France, c'est encore plus prononcé que dans d'autres pays. Le poids que représentent les dépenses vieillesse, c'est-à-dire le versement des pensions vieillesse et la prise en charge des soins de santé, ça pèse, ça représente une part plus importante qu'ailleurs, dans le cadre des dépenses de protection sociale. Donc ça, c'est pour la structure des dépenses. Et pour ce qui est de la structure des ressources, c'est-à-dire comment on finance ces dépenses, eh bien, la France, aujourd'hui, est caractérisée par une structure de ressources mixtes. Vous en avez à hauteur de 60% des ressources qui viennent des cotisations sociales, prélevées à la fois sur les employeurs et sur les salariés, à hauteur de 60%. Pour le reste, ce sont on va dire des ressources de nature fiscale, 40%, dont la composition est soit des ressources, on va dire des impôts dits dédiés, c'est-à-dire que vous avez des impôts spécifiques destinés au financement de la protection sociale,
comme la CSG, mais vous avez aussi des contributions publiques, c'est-à-dire qui viennent des ressources provenantes de la TVA ou de l'impôt sur le revenu, qui servent aussi à financer une partie des dépenses sociales. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'au fil des années, on y reviendra par la suite, enfin au fil des années, au cours des 50 dernières années, on a observé une montée de la part des ressources fiscales dans le financement de la protection sociale. Maintenant, si on regarde ça d'un point de vue plus macroéconomique, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous l'aurez bien compris, la protection sociale, ça pèse lourd dans l'économie nationale, puisque si on valorise les dépenses de protection sociale en points de PIB, on a à peu près un tiers du PIB qui est dédié aux dépenses de protection sociale. Et de ce point de vue-là, la France fait partie des pays qui fournissent l'effort le plus conséquent en matière de dépenses de protection sociale, puisque vous voyez sur le graphique à l'écran qu'on est très proche des pays d'Europe du Nord. On est sur un tiers du PIB qui est dédié à la réalisation de dépenses de protection sociale. Donc, de ce point de vue-là, on est sur le curseur haut de l'Union européenne. Et donc, de manière assez logique, ces dépenses de protection sociale jouent donc un rôle majeur sur le niveau de vie des Français. Et on peut montrer que si on quantifie, si on mesure l'importance que représentent les dépenses de protection sociale dans le revenu des ménages, eh bien, ce poids peut varier entre trois quarts, si on raisonne en termes de niveau de vie, ça peut représenter encore trois quarts du niveau de vie des ménages les moins fortunés, jusqu'à un quart du niveau de vie des ménages les plus fortunés. Donc, ça joue un rôle majeur dans le niveau de vie des ménages français. Pour autant, c'est un système qui reste très mal connu des Français, et il y a des raisons objectives à ce que ce soit mal connu, parce que c'est un système complexe. On l'a vu, l'organisation institutionnelle est multiple, le financement, les règles de calcul des prestations qui changent régulièrement contribuent à ce que le système soit très mal connu. Et je dois reconnaître que par ailleurs, les Français n'ont pas non plus une très grande culture économique, ce qui ne favorise pas, on va dire, la compréhension du dispositif. Et pour vous donner juste un petit indicateur de ce que je voudrais faire passer comme idée, il y a des enquêtes régulières qui sont faites sur la connaissance qu'ont les Français du système de protection sociale. Et donc, 8 Français sur 10 estiment que c'est normal, voire même que c'est insuffisant, que la France ne consacre qu'un tiers de son PIB à la protection sociale, mais d'un autre côté, vous en avez 6 sur 10 qui considèrent que la sécurité sociale, ça coûte trop cher. Donc, il y a une forme de paradoxe de ce point de vue-là sur la position des Français par rapport à la protection sociale. Donc, ce que je voudrais maintenant vous présenter, c'est 2 types d'enjeux. Un enjeu en termes d'efficacité. Et l'efficacité, alors d'un point de vue économique, on peut définir l'efficacité de manière très… il y a plein de critères pour définir l'efficacité en économie. Ici, je vais en retenir un, c'est la capacité du système à remplir sa mission d'assurance, c'est-à-dire sa mission de couvrir les individus contre les dommages liés à l'occurrence des risques sociaux. Donc, ce sera mon entrée pour définir l'efficacité. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai d'enjeux budgétaires, qui sont des enjeux qui sont beaucoup plus connus du grand public, en tout cas, qui sont beaucoup plus médiatisés, et donc, a priori, mieux connus des citoyens. Alors, ces enjeux en termes d'efficacité, je vais les étudier sur la longue période, même si j'ai avancé au départ que ce seraient les enjeux récents. Il m'a semblé finalement que si on avait un regard un petit peu historique sur ces questions-là, ça pouvait être aussi intéressant. Et donc, je vais essayer de vous faire comprendre en quoi le système de protection sociale a été confronté au cours de son histoire à des enjeux en termes d'efficacité. Si je reviens sur la construction du système de protection sociale français d'après-guerre, ce qui frappe, c'est que c'est un système qui a été basé sur une logique de solidarité à dominante professionnelle. C'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la logique bismarckienne. En gros, 1945-1975, c'est une période pendant laquelle le système de protection sociale s'est développé sur une base à dominante professionnelle, caractérisée par des prestations contributives
pour pouvoir bénéficier de la protection sociale, il fallait contribuer. C'était une couverture qui était assurée, enfin qui était une protection qui était réservée aux travailleurs et à leurs ayants droit dans un contexte de plein emploi. C'est-à-dire que c'était un système où le système était financé par les cotisations sociales prélevées sur les revenus du travail, et cette protection sociale était à destination de ceux qui avaient cotisé, donc ceux qui avaient un emploi. Et donc, dans une logique de pleine croissance, le système marchait parfaitement. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte de plein emploi comme celui des 30 Glorieuses, quand tout le monde avait un emploi, quand tout le monde était en couple et pouvait bénéficier éventuellement des droits sociaux de son conjoint, il n'y avait aucun souci. Sauf qu'à partir de 1975, l'environnement à la fois économique et démographique s'est modifié et a déstabilisé la capacité du système de l'époque à couvrir les individus contre les risques sociaux. Alors, à quoi je fais référence au titre de la modification de l'environnement? Premièrement, la progression puis le maintien du chômage à des niveaux très élevés, autour de entre 8 et 12%. Le développement de situations de chômage de longue durée, donc de gens qui sont au chômage plus de 2 ans. Du point de vue démographique, augmentation du taux de divorcialité. Du côté des ménages avec enfants, allongement de la durée des études pour les enfants, qui reste du coup à la charge des parents au-delà de 18 ans et bien au-delà de 18 ans. Et enfin, dernière modification plus récente, c'est l'augmentation de l'espérance de vie aux âges élevés. C'est le fait que les progrès de la médecine ont permis de reculer l'âge au décès au niveau des âges élevés, alors que dans les années 60, ce qui a permis d'améliorer l'espérance de vie française, c'est les efforts qui ont porté sur la mortalité infantile et qui ont permis de faire progresser l'espérance de vie. Donc, modification de l'environnement économique et démographique. Et du coup, au regard des règles d'éligibilité précédentes, voyez bien pourquoi ça a commencé à poser problème en termes de couverture contre les risques sociaux, puisque un certain nombre de personnes se sont retrouvées exclues de la couverture assurantielle, notamment chômage ou santé. Et je vous donne quelques exemples. Par exemple, les jeunes arrivant sur le marché du travail, mais ne trouvant pas d'emploi, étaient de fait exclus de la protection sociale, puisqu'ils n'avaient pas d'emploi, pas de revenus du travail, donc exclus de la protection sociale. Les femmes divorcées avec enfants qui n'avaient pas travaillé n'avaient plus accès à la couverture sociale de leur conjoint, puisqu'elles étaient séparées. Les chômeurs de longue durée se trouvaient en situation de ne plus être éligibles à l'assurance chômage parce qu'ils avaient dépassé la période pendant laquelle ils pouvaient bénéficier de l'assurance chômage. Et enfin, si je m'arrête sur le dernier item, sur l'allongement de l'espérance de vie, c'est quelque chose qui est positif du point de vue de la collectivité, mais de fait, à mesure que l'espérance de vie s'allonge, que les gens atteignent des âges élevés, voire très élevés, eh bien, ça augmente le risque de dépendance. Donc, on a eu affaire à un système qui s'est avéré progressivement inadapté pour couvrir les individus contre des risques sociaux classiques, je dirais, chômage, maladie, mais aussi n'étant pas finalement paramétré pour prendre en charge de nouveaux risques sociaux comme celui de la monoparentalité ou de la dépendance. Alors, ceci étant, on a un système qui s'est adapté, heureusement, et donc on a un système qui s'est adapté par notamment la création de nouveaux dispositifs reposant pour le coup sur une solidarité de nature plus universelle, où l'éligibilité à la protection sociale cette fois-ci n'était pas conditionnée à des contributions antérieures à un système d'assurance, mais s'est reposée sur un critère de besoin. Ce besoin pouvant être de nature économique ou un besoin de nature plus sanitaire. Et donc, je vous ai fait une petite liste de tous les dispositifs qui ont été créés répondant à cette philosophie générale, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus universelle, et qui a conduit le système de protection sociale française à changer en quelque sorte sa philosophie générale. Donc, 3 exemples. La création de dispositifs ciblés sur les ménages à bas revenus. Donc, je vous ai fait la liste des dispositifs concernés. Donc,
l'allocation parents isolés, qui depuis n'existe plus, l'allocation de solidarité spécifique qui était dédiée aux chômeurs de longue durée qui n'étaient plus éligibles à l'assurance chômage, le revenu minimum d'insertion créé en 1988, qui a permis de servir en quelque sorte de voiture-balai à la protection sociale française, puisqu'il a permis de verser un revenu minimum finalement sur la simple base, sur le simple critère d'insuffisance de revenus, quelles que soient les caractéristiques sociodémographiques de l'individu concerné. Pour un certain nombre de raisons, le RMI a été modifié et remplacé par le revenu de solidarité active en 2009 et qui a été complété par la prime d'activité à partir de 2016. Pour ce qui concerne les questions de santé, vous avez eu deux réformes majeures qui ont consisté à créer des complémentaires, enfin, une aide permettant aux ménages à bas revenus pour acquérir une complémentaire santé. Donc, ça a été d'abord en 2001 la CMUC, donc la couverture maladie universelle complémentaire, qui depuis porte le nom de complémentaire santé solidaire, le C2S. Donc là, l'idée, c'était de permettre aux ménages à bas revenus de souscrire une complémentaire santé. Deuxième volet de dispositifs récents pour répondre aux problématiques nouvelles de dépendance, c'est la création d'une couverture, la prise en charge du risque dépendance. Donc d'abord, une prestation qui n'a pas eu beaucoup de succès, la prestation spécifique dépendance, qui a été transformée pour devenir l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et tout récemment, vous avez suivi certainement que la sécurité sociale s'est dotée d'une 5e branche dédiée à la prise en charge, dédié, on va dire, aux questions de la prise en charge du risque autonomie qui est plus large que simplement celui de la dépendance. Et enfin, dernier volet de ces dispositifs reposant sur une logique de solidarité, vous avez eu la création de la couverture maladie universelle en 2001, qui en fait était l'idée de permettre à tout à chacun de bénéficier d'une prise en charge au titre de l'assurance maladie, quel que soit on va dire, même pour ceux qui n'auraient pas cotisé dans le cadre, par exemple, d'un emploi. Qui ensuite, voilà, cette CMU s'est transformée pour devenir la protection universelle maladie en 2016. Et tout récemment, on pourra y revenir, l'idée a été de créer une grande sécu. Voilà, c'est un projet qui a été avancé par le gouvernement en novembre et qui fait écho à des propositions qui sont faites depuis un certain temps par des économistes de la santé, qui consisterait à transformer de manière assez radicale la façon dont le système, la façon dont fonctionne aujourd'hui le système d'assurance santé. Donc, au total, le système français a évolué vers une logique de solidarité de plus en plus hybride, avec la montée d'une logique de solidarité de type beveridgienne. Alors, je vous propose maintenant de passer aux enjeux de type budgétaire, qui sont plus connus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce que je vais appeler les enjeux budgétaires, en fait, c'est ici la soutenabilité financière du système, c'est-à-dire comment on fait, comment on fait pour que les recettes correspondent aux dépenses. Donc, avant de vous donner des éléments sur la problématique, on va dire, dans le cas français, je voudrais juste vous rappeler qu'est-ce qui va conditionner l'évolution des recettes et qu'est-ce qui va conditionner l'évolution des dépenses. Les recettes d'un système de protection sociale, quel qu'il soit, dépendent de deux facteurs. D'une part, un facteur réglementaire qui est celui du taux des prélèvements obligatoires destinés au financement de la protection sociale. Donc, ça dépend de la législation, donc que ce soit des cotisations ou de l'impôt. Et puis, deuxième facteur, c'est un facteur qui est de nature économique, c'est l'assiette des revenus sur lesquels sont appliqués les taux. Et l'ampleur de l'assiette, évidemment, va dépendre de la conjoncture économique. Donc, les recettes vont augmenter si les taux augmentent et si l'assiette augmente. Du côté des dépenses, les dépenses d'un système de protection sociale vont dépendre de trois facteurs. Je dirais deux facteurs qui vont jouer sur l'occurrence des risques sociaux, les risques que les individus que les risques que les individus subissent des risques sociaux. Donc, un facteur démographique qui est la structure par âge de la population, un facteur économique qui est l'état du marché du travail, et enfin, un dernier facteur qui est un facteur qui va jouer pour le coup sur le montant
des prestations auxquelles les individus peuvent avoir droit, qui est là pour le coup un facteur de nature plus politique, qui est celui de la générosité du système de protection sociale. Et donc là, pour le coup, les dépenses augmentent s'il y a plus de personnes qui subissent le risque et ou si les dépenses par tête sont plus importantes. Alors, si maintenant on se concentre sur la situation française et qu'on regarde comment ont évolué les recettes et les dépenses. Les recettes, elles ont augmenté. Et elles ont augmenté parce que les taux ont augmenté globalement et l'assiette des revenus a augmenté parce que au cours des 50 dernières années, le PIB a augmenté, donc l'assiette des revenus globale a augmenté. Du côté des dépenses, comment les dépenses ont évolué? Elles ont été principalement tirées par le haut, par la déformation de la pyramide des âges. Et donc là, vous avez un petit graphique qui vous permet de mesurer comment la pyramide des âges s'est déformée dans la population française. Donc, vous avez en bleu la dernière, on va dire, actualisation de la pyramide des âges. Et vous voyez bien qu'entre 1975 et 2019, pardon, dans quelle proportion, voilà, les générations, la classe d'âge des 60 ans et plus a pris plus d'importance dans la population française. Et ce qui explique la croissance de cette population-là, c'est deux facteurs. C'est un facteur qui est lié à l'arrivée à l'âge et à la retraite de la génération nombreuse du baby-boom. Et par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'allongement de l'espérance de vie aux âges élevés. Et donc, ça a tiré vers le haut les dépenses de protection sociale, puisque ça contribue à augmenter le nombre de personnes à qui il faut verser une pension. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui ont une carrière complète pendant une période prospère et donc qui ont des niveaux de pension élevés. Donc, ça contribue à tirer vers le haut. Et parallèlement, on montre aussi que le vieillissement de la population conduit aussi à tirer vers le haut les dépenses de santé, parce qu'en moyenne, les dépenses de santé qui sont engagées pour les personnes âgées sont plus élevées que les dépenses de santé qui sont, voilà, dont bénéficient les personnes les plus jeunes. Et puis, par ailleurs, ça contribue aussi à faire naître des dépenses de prise en charge du risque dépendance. Et quand on regarde l'évolution des dépenses sociales et qu'on tient compte aussi de la façon dont les dépenses sociales ont augmenté en matière de prise en charge du risque chômage, du risque famille, il n'empêche que globalement, c'est les dépenses liées au risque vieillesse et du coup, par contamination au risque santé, qui ont tiré vers le haut les dépenses de protection sociale. Et donc, en termes de dynamique, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a eu un rythme d'augmentation des recettes qui a été inférieur au rythme d'augmentation des dépenses. Ce décalage a augmenté au fur et à mesure, ce qui a conduit à un déficit croissant des régimes de base de la sécurité sociale. Alors, ça a donné lieu à un certain nombre de réformes que tout le monde connaît, c'est-à-dire que depuis 30 ans, il y a eu des réformes successives qui ont été mises en œuvre pour essayer de répondre à ce problème de course à l'équilibre. Et donc, ces réformes ont été orientées dans deux directions, augmentation des recettes, notamment par la création d'impôts nouveaux, dans un contexte où, par ailleurs, la stratégie a plutôt cherché à réduire les cotisations sociales dans une perspective de, on va dire, de contrôle du coût du travail. Donc, on est dans un contexte général où on réduit plutôt les cotisations sociales et on augmente les impôts. Et deuxième stratégie pour résoudre les problèmes de déficit, eh bien, le contrôle des dépenses. Je ne vous ferai pas une liste à l'après-vert de toutes les réformes qui ont été mises en œuvre et qui ont conduit à essayer de comprimer les dépenses, les retraites en faisant évidemment partie. Alors, ces réformes, elles ont eu des effets. Elles ont contribué largement à stabiliser le poids de la protection sociale dans le PIB depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'il reste autour de 1/3 alors qu'il avait été en constante progression depuis 50 ans. Et ça, effectivement, d'un point de vue budgétaire, est efficace puisque ça a permis de contrôler le déficit. Et donc, vous avez là sous les yeux comment au cours des années, au cours du début du XXIe siècle, les régimes, le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse ont vu leur déficit progressivement diminuer, clairement, consécutivement on va dire, aux réformes qui ont été mises en œuvre au cours de la même période. Alors, j'ai fait un petit zoom sur la période toute récente
pour attirer votre attention sur l'impact de la gestion de la crise Covid sur l'équilibre du système de protection sociale, enfin des caisses, enfin des régimes de base de la sécurité sociale. Donc là, clairement, on a eu ce qu'on appelle en économie un effet de ciseau, c'est-à-dire que les recettes ont diminué, pas autant que ce qu'on aurait pu craindre, mais les dépenses ont explosé. Et donc là, clairement, les dépenses qui ont explosé, c'est les dépenses de prise en charge du risque maladie. Et puis le deuxième poste important, ça a été la prise en charge du risque chômage, hein, les dépenses qui ont été, on va dire, la prise en charge du chômage partiel, hein, qui a été, le chômage partiel, c'est la solution qui a été trouvée par les pouvoirs publics en période de confinement où les gens ont été mis en chômage partiel dans les entreprises et c'est largement la collectivité qui a pris en charge le financement de ce chômage partiel. Ça a été réparti à la fois, c'est l'État qui directement a pris en charge une partie de ses dépenses de chômage partiel et puis une partie qui allait augmenter le déficit de Pôle emploi qui s'est vu aussi, on va dire, affecter une partie de ces dépenses-là. Donc voilà, juste là, c'était juste pour faire un petit, on va dire, un petit écho à l'actualité toute récente. Alors, je voudrais terminer sur ces questions-là, sur qui supporte le coût des réformes dont je viens de parler, donc des réformes qui ont touché les administrations de sécurité sociale, puisqu'on a vu que voilà, ces réformes ont conduit à augmenter les recettes et à réduire les dépenses. Alors, si on a à l'esprit que le financement de la protection sociale repose principalement sur les individus d'âge actif et que parallèlement, une grosse partie des dépenses est concentrée sur les âges élevés, on peut se poser, quand on est économiste, la question suivante, c'est-à-dire comment finalement comment les réformes passées ont pesé entre les différentes classes d'âge, c'est-à-dire qui a supporté le coût des réformes qui passe par l'augmentation des recettes et donc le relèvement des le relèvement des prélèvements, et de l'autre, la réduction des dépenses qui pèse là pour le coup plutôt sur les classes d'âge âgées. Donc il y a des économistes qui ont essayé de quantifier la répartition de cet effort et ont utilisé un indicateur qui est les transferts nets moyens de protection sociale à chaque âge. Alors, c'est quoi ce transfert net moyen? En fait, c'est la différence entre le montant moyen des dépenses de protection sociale perçues à chaque âge, diminué de la contribution moyenne consentie à chaque âge. D'accord? C'est-à-dire qu'on fait un bilan, qu'est-ce que je reçois à mon âge au titre des prestations sociales et qu'est-ce que je verse au système au titre de mes contributions. Et donc, ils ont regardé comment ces transferts nets ont évolué au cours du temps pour chaque âge. Et donc, l'idée, c'était de voir comment s'est déformée l'allure de ces transferts nets. Donc, c'est l'objet du graphique que je vous présente à présent. Donc, je vous donne tout de suite, je ne vais pas maintenir le suspense trop longtemps. Depuis le début des années 2010, donc depuis on va dire l'accentuation des réformes, on a assisté à un partage plus équilibré que précédemment quant à la répartition du poids de l'effort entre les différentes classes d'âge. Alors, le graphique, il n'est pas forcément hyper évident à comprendre intuitivement. Donc, vous retrouvez l'indicateur dont je vous ai parlé, les transferts nets moyens de protection sociale, tels que je l'ai défini tout à l'heure. Donc, c'est un transfert qui s'exprime en euros, d'accord? Et pour qu'on ait, on va dire, un point de référence, on exprime ça par rapport au PIB par tête. Par exemple, pour vous donner une idée, le PIB par tête en 2019, c'était à peu près 36 000 euros. D'accord? Donc, pour chaque tranche d'âge, on calcule le montant du transfert net moyen, d'accord? Et on l'exprime en pourcentage du PIB par tête. Vous voyez que les plus de 60 ans et les moins de 20 ans ont des transferts nets positifs, puisque globalement, ils reçoivent plus qu'ils ne versent. À l'inverse, les tranches d'âge actifs ont des transferts nets négatifs, ou on dirait des contributions nettes positives, parce que globalement, leurs contributions au financement du système sont plus élevées que les prestations qu'ils reçoivent. Et quand on regarde comment ont évolué ces transferts nets au cours du temps, on voit que les efforts qui ont pesé sur les 40-59 ans ont été plutôt croissants au fil du temps, au sens où
leur contribution nette a augmenté ou leurs transferts nets ont diminué au fil du temps. D'accord? Et ce qu'on repère pour la période la plus récente, c'est que les classes d'âge les plus âgées ont été plus mises à contribution en fin de période, puisque vous voyez qu'il y a eu une relative diminution de leur transfert net exprimé en en pourcentage de PIB par tête. Donc, les économistes considèrent que voilà, sur la dernière période, il y a eu un partage en quelque sorte un peu plus équitable de l'effort entre les actifs qui ont vu leur cotisation relevée et leurs pensions, et les retraités qui ont vu leur pension plutôt diminuer. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que néanmoins, la situation financière des plus âgés reste toujours en moyenne relativement comparable au regard des autres tranches d'âge. Et donc là, vous avez un graphique qui vous permet de positionner le niveau de vie moyen des retraités par rapport au niveau de vie moyen de l'ensemble de la population française ou par rapport au niveau de vie moyen d'autres tranches d'âge. Donc là, on regarde la droite en pointillé bleu qui nous donne le niveau de vie moyen des retraités qui ont donc entre 55 ans et 55 ans et plus. Là, en pointillé bleu foncé, vous avez le niveau de vie qui est normalisé à 100% de l'ensemble de la population. Et en orange, vous avez le niveau de vie des actifs. Et donc, vous voyez que d'un point de vue macroéconomique, le niveau de vie moyen des retraités reste supérieur au niveau de vie moyen de l'ensemble de la population française, sachant qu'il faut rajouter que ce que soulignent souvent les économistes, c'est que les retraités, pour ceux qui sont propriétaires en tout cas, ont terminé le remboursement de leur logement et de ce fait ont des dépenses préengagées qui sont plutôt plus faibles que les ménages d'âge actif. Et donc, ça participe à, on va dire, à leur niveau de vie réel. Alors, je me permets d'accélérer parce que je vois que le temps tourne. Donc, je voudrais avoir encore un peu de temps pour faire un peu de prospective et voir avec vous comment, au regard des évolutions attendues à la fois démographiques, économiques et sociales, quelles sont les questions qu'on peut se poser au regard de la protection sociale de demain. Donc, quels sont les défis de la protection sociale de demain soulevés par les évolutions démographiques, sociales, économiques à venir? Donc, je vais passer en revue d'abord les évolutions auxquelles on peut s'attendre et soulever à la fin des questions sur quelle est la protection sociale que l'on peut ou que l'on veut pour demain. Alors, du côté des évolutions démographiques, il y a quelque chose qui est imparable, inéluctable, c'est l'accentuation du phénomène de vieillissement de la population française, qui va conduire aussi de manière mécanique à augmenter le nombre de personnes qui seront en situation de dépendance et qui vont aussi jouer à la hausse sur les dépenses de santé. Et donc, pour vous donner une mesure vous faire mesurer l'ampleur de la problématique, vous avez sur le graphique l'évolution attendue de la part des 65 ans et plus dans les 40 prochaines années. Donc, comme dans toutes les prévisions, les projections démographiques, vous avez un scénario central, un scénario haut et un scénario bas. Si on s'arrête au scénario central, vous voyez que aux alentours de 2070, il y aura à peu près 30% de la population qui aura plus de 65 ans, alors qu'aujourd'hui, on est à 20%. D'accord? Et si on tient compte de l'évolution en parallèle des classes d'âge actifs, donc les 20-64 ans, vous voyez que leur part dans la population va diminuer. Et donc, si on fait un rapport 65 ans et plus sur 20-64 ans, on va passer d'un ratio de dépendance de 37% à 57%. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour le coup inéluctable au regard de ce que l'on sait aujourd'hui de là où on en est en matière de personnes. C'est inéluctable. Alors, à côté de ce renforcement du vieillissement de la population, il y a d'autres aussi évolutions qu'on peut envisager. On peut
voilà, les projections sont plutôt sur un recul de la fécondité, même si de ce point de vue-là, la France fait plutôt mieux que ses collègues européens, hein. La France fait partie des pays où le nombre d'enfants par femme est plutôt plus élevé qu'ailleurs, hein. On est plutôt sur 1,8 en période basse et puis proche de 2 en bonne période, alors que d'autres pays comme je sais pas, les pays d'Europe du Sud sont plutôt à 1,3 ou 1,4 voilà, enfants par femme. Ceci étant, je pense que vous avez tous lu un certain nombre d'articles sur le fait que les nouvelles générations se posaient beaucoup de questions sur le fait de faire des enfants, et donc il y a un certain nombre, notamment chez les plus éduqués, on retrouve cette idée que voilà, ils ne se voient pas faire des enfants au regard de l'avenir qui s'annonce. Troisième tendance à laquelle on peut aussi s'attendre, c'est qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de l'instabilité des unions. Alors, pas forcément qu'elle va prendre des proportions, on va dire, extrêmement fortes, mais voilà, je pense que les ménages, voilà, les couples sont destinés, la norme va pas devenir, mais en tout cas, voilà, c'est socialement totalement, on va dire, acquis que voilà, quand on est en couple, on n'est pas en couple pour la vie. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre aussi à l'augmentation de la part des enfants qui vivent dans une famille monoparentale. Quatrième évolution possible, est-ce que, au regard de l'expérience Covid, on peut se dire, mais voilà, est-ce qu'on ne va pas voir non plus émerger de manière régulière de nouveaux virus qui vont aussi être à l'origine, voilà, de nouvelles maladies. Donc, au final, il me semble qu'au regard de ces évolutions démographiques, il faut s'attendre à une augmentation des besoins de protection sociale, mais parallèlement, on peut aussi s'attendre, pour la même raison, à une baisse de l'étendue de la solidarité familiale. Entre conjoints, du fait de la stabilité des unions, des ascendants vers les descendants, notamment, je pense ici à la solidarité familiale, des parents vis-à-vis des enfants qui peut être remise en cause avec la montée des divorces. On sait très bien que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas voit ses liens avec le parent non résident de plus en plus s'atténuer, et donc c'est aussi le signe que voilà, l'enfant pourra compter sur plus un parent que sur 2 parents pour ceux qui vivent dans les familles monoparentales. Et puis aussi une baisse de la solidarité des descendants vers les ascendants. Là, je pense à la question de la prise en charge de la dépendance. Si les ménages font moins d'enfants, ça veut dire que quand on arrive à un âge élevé, eh ben, on a mécaniquement moins de personnes sur lesquelles on peut compter parce qu'on a moins d'enfants. Donc, au final, on va avoir une augmentation de la sollicitation de la solidarité collective, qu'elle soit publique ou privée. Côté évolution économique prévisible, on pourrait se dire que voilà, dans les 50 prochaines années, les perspectives de croissance seront plutôt faibles. Alors, j'ai mis voilà, qu'elles soient choisies ou subies. Choisies parce qu'on pourrait considérer qu'au regard des enjeux environnementaux, il serait raisonnable de s'engager sur des régimes de croissance, on va dire modestes. Ou alors, on peut aussi imaginer que les perspectives de croissance soient modestes de manière subie parce qu'on arrive dans des scénarios où les énergies ne sont pas suffisantes pour répondre au modèle économique, et que donc on serait obligé de réduire la voilure pour pouvoir… voilà, c'est mon chrono. Ou non, c'est un chrono extérieur? Non, c'était le mien. Voilà, donc des perspectives de croissance de long terme faibles. J'en ai encore pour 5 minutes. Monsieur le Président, est-ce que c'est possible? Absolument, il faut… Merci. Donc, ne nous privez pas. D'accord. Donc, perspectives de croissance de long terme qui peuvent être faibles. On peut aussi s'attendre à une relative contraction de la taille de la population active si les tendances en termes de baisse de la fécondité se maintiennent. Troisième évolution, c'est tout ce qui tourne autour des nouvelles technologies qui impactent de manière radicale le fonctionnement du marché du travail. On assiste à un phénomène vraiment qui est nouveau, qui est, alors que depuis 1945, on avait assisté à une progression continue du salariat dans l'économie française. Depuis une dizaine d'années, voilà, on assiste à un recul de la part des salariés dans la part des emplois salariés dans les emplois. On observe de plus en plus le développement d'emplois atypiques liés notamment au développement des plateformes.
les technologies conduisent à la contraction du volume des emplois, à ce que les économistes appellent aussi la polarisation du marché du travail entre les emplois très qualifiés et les emplois très peu qualifiés. Certains considèrent que le marché du travail va commencer à ressembler à un sablier avec une base d'emplois très peu qualifiés, relativement large, un rétrécissement central lié à la disparition des emplois de qualification intermédiaire et un élargissement du sommet avec le développement d'emplois très qualifiés. Donc, il me semble que ces différentes évolutions pourraient conduire à une contraction des ressources traditionnelles sur lesquelles s'est financée la protection sociale jusqu'à présent. Du côté des évolutions sociales, j'en ai distingué deux. La première qui est que les économistes convergent sur le fait qu'on observe depuis une vingtaine d'années l'accentuation des inégalités économiques et sociales, à la fois en raison de l'évolution du marché du travail tel que je l'ai décrite précédemment, aussi une augmentation des inégalités liées au retour de ce que les économistes appellent l'âge de l'héritage et certains économistes comme Piketty notamment, dont vous connaissez peut-être le nom, nous dit que depuis les années 90, on retrouve finalement une dynamique qui ressemble assez à la dynamique de la fin du 19e siècle où on avait des transmissions de patrimoine de plus en plus inégalitaires qui conduisaient à accentuer les inégalités, notamment au sein des nouvelles générations. Et donc, l'idée, c'est que, me semble-t-il, l'accentuation de ces inégalités conduit à ce que les sociologues appellent souvent la baisse du sentiment de faire société. C'est-à-dire qu'on a une société qui devient clivée. On se focalise sur celui qui est plus riche que nous, et c'est vrai que la société de communication dans laquelle on vit participe à l'exposition de la situation des très riches, qui devient effectivement objectivement de plus en plus riche et qui crée un sentiment de frustration pour le reste de la société française. Deuxième évolution sociale, ce que les économistes appellent parfois la rupture du voile d'ignorance. La rupture du voile d'ignorance, ça fait référence à un auteur bien connu des philosophes qui s'appelle Rawls et qui disait faut établir un pacte social sur la base d'un voile d'ignorance, c'est-à-dire que les règles de la solidarité doivent être pensées pour penser les règles de la société et du vivre ensemble, il faut faire comme si on ne savait pas quelle serait notre situation demain. C'est-à-dire qu'on élabore des règles en supposant que on ignore quelle sera notre position dans la société. Et donc, les règles de société doivent partir sur un contrat où aucun individu ne sait quelle place il occupera dans la société, et du coup, c'est sur cette base-là qu'on doit construire les règles de la société. La rupture du voile d'ignorance, ça renvoie à quelque chose d'un peu précis, c'est de dire que la révolution technologique permet de mieux en mieux de savoir notamment quels sont ses risques. Les risques, et notamment quelles sont ses probabilités de devenir malade. Donc, il y a on est de plus en plus en mesure d'identifier les risques des uns et des autres au regard de l'amélioration de la société d'information, notamment en matière sanitaire. On peut avoir des estimations beaucoup plus fines des risques que l'on peut encourir en matière par exemple, de risque de cancer, etc. Et donc, le risque que ça fait courir, c'est que finalement, au total, il y a un plus faible consentement à payer pour un système qui serait basé sur une logique de solidarité universelle. Notamment, l'idée, c'est que les individus les moins à risque, qui sont souvent par ailleurs les plus riches, vont être de moins en moins disposés à financer la protection sociale des mauvais risques qui par ailleurs sont statistiquement plutôt moins fortunés. Donc, il me semble que ça fait peser un risque important, cette fracturation de la société française, met en cause la capacité d'un système de protection sociale à se baser sur une logique de solidarité universelle. Et donc, je voudrais terminer en 3 minutes, vous ouvrir plein de questions sur quels pourraient être les modèles de protection sociale
pour demain au regard d'un certain nombre de questions. Première question, me semble-t-il, c'est comment protéger les individus contre des trajectoires de vie, que ce soit sur le plan privé ou professionnel, qui sont amenées à être de plus en plus irrégulières. Et du coup, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser, qui sont posées dans la littérature. C'est faut-il basculer sur un revenu universel? C'est-à-dire que la protection sociale, c'est garantir à tous un revenu et on ne conditionne pas l'octroi du revenu à des caractéristiques personnelles. Bref, l'idée, c'est qu'on déconnecte la perception d'un revenu de la situation sur le marché du travail ou d'une situation familiale. Deuxième question, est-ce qu'il faut un système infirmier, celui qui intervient une fois que les dommages sont survenus, ou un système de type investisseur, c'est-à-dire qui prévient les risques? Donc là, c'est la thèse d'un sociologue danois qui s'appelle Esping Andersen, qui nous dit que le système de protection sociale contemporain est très infirmier, en tout cas en France, et pas très investisseur, alors que selon lui, ce qu'il faudrait, c'est investir dans le capital humain, dans la santé des enfants, dans la réduction des inégalités entre enfants pour permettre aux futurs citoyens d'avoir un emploi, de pouvoir être protégé contre la maladie, d'être en mesure d'assurer son revenu. Bref, l'idée, c'est d'investir en amont plutôt que d'intervenir ex post lorsque les gens sont au chômage ou quand les gens n'ont plus d'emploi, mais n'ont pas encore l'âge de partir à la retraite. Bref, il faut intervenir en amont. Deuxième question, quel niveau de protection sociale souhaite-t-on offrir aux individus et à quels individus? Plusieurs pistes qui sont envisagées dans la littérature. Faut-il plafonner le niveau de protection publique? Et donc, par exemple, c'est un petit peu l'ambition de la grande sécu. Dans la discussion, on pourra peut-être y revenir. Faut-il concentrer l'aide sur les ménages à bas revenus? Certains avancent l'idée que dans un contexte de contraintes budgétaires, la protection sociale doit être ciblée sur les bas revenus. C'est une certaine lecture de la logique beveridgienne, qui est notamment retenue par les anglo-saxons. Faut-il concentrer l'aide sur les plus jeunes? Si on considère que le problème principal des années à venir, c'est la situation des jeunes sur le marché du travail aujourd'hui et sur l'accentuation des inégalités au sein de ces nouvelles tranches d'âge, il y a actuellement à peu près, je ne sais pas ce que j'ai fait le cours ce matin avec mes étudiants, donc j'ai le pourcentage en tête, il y a 17% des 15-29 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, qui sont et qui donc sont en situation de grande fragilité. Et enfin, dernière question, comment préserver la soutenabilité financière du système de protection sociale dans un régime de croissance faible ou nulle? Clairement, certains nous disent, on est dans un scénario de croissance faible, qui par ailleurs va demander des efforts de plus en plus importants pour financer la transition énergétique. Donc, on va avoir un problème de ressources. Et donc, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est ne faudrait-il pas mettre plus à contribution le capital, qui est pour le moment assez peu ponctionné pour financer la protection sociale. La CSG porte sur les revenus du capital, mais à un taux très faible. Ce n'est pas considéré aujourd'hui comme étant une ressource. Je n'ai pas en tête combien rapportent les revenus du capital au financement de la protection sociale, mais c'est très faible. Je m'arrête là parce que j'ai dépassé mon temps. Et puis, il faut que je parte dans pas très longtemps parce que Olivier, je suis à la maison de la recherche et j'ai reçu la consigne qu'il faut partir vers 19h30. Voilà, je ne voudrais pas me faire enfermer dans mon bâtiment professionnel. Merci en tout cas pour votre attention. Un grand merci, Cécile. C'était vraiment passionnant et on a bien saisi que cette question de l'évolution de la protection sociale, les réformes ne se cantonnent pas loin de là à un niveau d'ordre technique, que ça remet en cause, moi c'est ce que je retiens, notre modèle du contrat social. Puisque ce modèle-là, il a été érigé à partir de 1945 dans un contexte, tu nous l'as dit, du plein emploi. Et donc, c'est une période révolue. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui s'est aggravé de par la crise économique, mais aussi largement la crise sanitaire. Et on se demande vraiment quelle
quelles pistes vont pouvoir convenir. Et puisqu'on a vu que déjà les ressources, les recettes se sont largement développées sur le plan fiscal. Donc, on ne peut pas continuer décemment à ponctionner ou à augmenter cette part de la fiscalité. Et est-ce que ce qui n'est pas à craindre, c'est qu'il y ait une sorte de privatisation, un glissement silencieux vers une privatisation du système de protection sociale, ce qui viendrait de surcroît renforcer les inégalités? Je réponds dans la foulée ou on fait un tour de Oui. table des Non, questions? on répondait dans la foulée. D'accord. Alors, ce qui est, je pense, le plus problématique, c'est le côté silencieux. C'est-à-dire que là, clairement, je pense qu'on est un petit peu, et c'est vrai qu'en préparant l'exposé, je me suis dit, on est un peu à la croisée des chemins. Mais je ne suis pas sûre que la campagne présidentielle mette ça sur l'agenda. Mais c'est qu'on pourrait convenir d'un nouveau contrat social en matière de protection sociale qui serait transparent sur qu'est-ce qui est pris en charge par la protection sociale publique et qu'est-ce qui peut être pris en charge par des complémentaires alors qui peuvent avoir une dimension plus ou moins solidaire. Et donc, par exemple, c'était le projet de la grande sécu, que de dire, parce que c'est on va dire la terminologie qui a été retenue par le gouvernement, mais ce que certains économistes nous disent, voilà, actuellement le système de prise en charge des soins de santé est on va dire, est pas très cohérent, c'est-à-dire qu'on prend en charge, je veux dire, la sécurité sociale prend en charge beaucoup de dépenses, mais rembourse mal. Du coup, il y a des complémentaires santé qui viennent compléter ça. Et donc, ce que proposent certains économistes de la santé, c'est de dire qu'il faut qu'on se mette d'accord collectivement sur quels sont les soins de santé qu'on considère comme étant indispensables au bien-être des citoyens. On les prend en charge à 100%. Donc, il y a une discussion collective sur la question de quels sont les soins qu'on prend en charge. Et ensuite, voilà, ce qui n'est pas pris en charge par cette protection sociale publique, ça relève de dépenses plus, on va dire, non essentielles qui peuvent être confiées à des organisations privées qui peuvent avoir, on va dire, des critères de type mutuel qui reposent sur quand même une certaine forme de, on va dire, de solidarité ou une assurance totalement privée. Ok, merci. Merci, Cécile. Olivier? Je vois une autre main qui est Oui. Olivier. Je voulais bien sûr complimenter le professeur Cécile Beaureau-Dubois pour cet exposé tout à fait limpide qui nous ferait presque croire que nous sommes économistes alors que c'est une science à part entière. Ma question, Cécile, porte sur les périls qui menacent évidemment le système de protection sociale. Donc, comme juriste, je sais que le caractère obligatoire, par exemple, de l'affiliation à la sécurité sociale n'est pas remis en cause par la jurisprudence. Donc, il est toujours obligatoire de s'affilier à la sécurité sociale, même dans l'Union européenne, en dépit d'un débat qui a pu avoir lieu. Mais tu as bien mis en évidence l'hybridation du système, dont chacun fait l'expérience avec la part mutuelle et la part sécurité sociale. Est-ce qu'au fond, cette hybridation, c'est une approche réaliste de l'état des cotisations et de l'état des charges, ou est-ce que c'est, d'une certaine façon, le ver dans le fruit, c'est-à-dire la fragilisation d'un système qui va finir par perdre sa légitimité, puisque ses bénéficiaires vont finir par considérer que, quoi que prélevé, ils ne bénéficient que d'une couverture tout à fait partielle si ils ne sont pas par ailleurs protégés. Peut-être que je vais faire une réponse qui fait un lien avec ce que j'ai dit à l'instant à la question de Joël, c'est-à-dire que, alors, si le rôle des complémentaires a augmenté, c'est parce que clairement, les remboursements de la sécurité sociale ont diminué. Du point de vue de l'assuré, alors, pas des, on va dire, quand on est un ménage qui a un revenu correct, c'est relativement transparent cette histoire de découpage, qu'est-ce qui est pris en charge par la Sécu, qu'est-ce qui est pris en charge par la complémentaire santé, et ça correspond à la mauvaise culture aussi des Français sur ils sont remboursés, ils ne regardent pas qu'est-ce qui prend en charge. Voilà.
Donc ça, c'est le résultat. Voilà, les mutuelles et les complémentaires santé se sont développés grâce au retrait de la sécurité sociale. Le projet de la grande sécu, c'est justement, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de remettre les pieds dans le plat en quelque sorte sur comment on choisit d'assurer le risque maladie en France. Et qu'on pourrait considérer que la solidarité nationale universelle prend en charge à 100% voilà, un certain nombre de soins qu'on a définis collectivement. Et si vous voulez plus, vous vous tournez vers des complémentaires à votre propre initiative. Et ce faisant, il me semble que ça pourrait participer à renforcer, on va dire, le sentiment de légitimité du système. Parce que ce que montre un certain nombre d'études, c'est que, par exemple, un système qui consisterait à ne protéger que les plus pauvres, c'est un système qui est destiné à devenir de plus en plus, on va dire, marginal et ne donnant lieu pas, enfin, voilà, les plus riches deviendraient de moins en moins prêts à financer des prestations que seuls les plus, enfin, ceux qui sont situés au bas de la distribution des revenus bénéficieraient. Donc, il y a bien cette idée que pour qu'il y ait un sentiment de collectivité et que tout le monde mette au pot, il faut que le système, voilà, qu'il y ait une dimension universelle. Et de ce point de vue-là, je trouve que voilà, le projet dit de grande sécu était intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, ce qu'on a vu avec les affaires Reichmann ou d'autres affaires, c'est des avocats notamment qui ont essayé de forcer leur désaffiliation au régime obligatoire. Et donc, ça a donné lieu à des contentieux importants. Ils voulaient s'affilier dans des pays où la sécurité sociale était moins coûteuse, arguant que c'était un service comme un autre et que les caisses étaient une entreprise comme une autre. Bon, évidemment, la jurisprudence n'a pas laissé faire. Alors, je ne suis pas juriste, mais il me semble que la mise en place de la protection universelle maladie, la PUMA, oui, a fait que cette affiliation obligatoire n'était plus enfin, que tu peux relever de l'assurance maladie sans avoir cette affiliation. C'est ça. Mais en même temps, il y a des dispositions pénales qui protègent, entre guillemets, le caractère obligatoire du système. Alors là, oui, on rentre dans un point technique que je ne maîtrise pas. Ça n'est pas mon domaine et je suis très, très mal à l'aise pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que des gens ont essayé de sortir du système. Pardon d'avoir été trop bavard et d'avoir pris sur le temps d'autres questions.